Salut! Que feriez-vous si vous aviez connaissance d'une opportunité financière assez dingue avant pratiquement tout le monde, mais que pour en profiter, vous ne deviez faire confiance qu'à un seul homme? Embarqueriez-vous avec lui au risque de tout perdre? Cette question, au milieu des années 2010, des milliers de personnes y ont été confrontées lorsque le marché des cryptos a commencé à bien prendre en ampleur. C'est une monnaie parallèle, virtuelle, que les investisseurs s'arrachent. Parmi ceux qui se sont jetés dedans corps et âme à l'époque, on en retient aujourd'hui surtout ceux qui en sont ressortis gagnants. Ces nouveaux riches qui étaient juste là, au bon endroit, au bon moment. Le Bitcoin, sa valeur ne cesse d'augmenter. Il a même atteint les 11 000 $ l'unité aujourd'hui. Mais encore, fallait-il savoir comment s'y prendre, à qui faire confiance à une époque où tout était encore à faire, dans un environnement parfait pour que les escrocs prospèrent. Gerald Cotten sera l'un d'entre eux, peut-être le plus ambitieux arnaqueur bien intégré au milieu des opportunistes. Pendant des années, il va siphonner des millions à des clients aveuglés par des promesses de richesse colossales. This was all my money, my life savings, everything. Architecte d'un Ponzi qui semblait ne jamais pouvoir se tarir, parti de rien jusqu'à la vie de luxe, traqué par tout internet pendant des mois jusqu'à disparaître dans d'étranges circonstances à tout juste 30 ans à l'autre bout du monde. Yeah, this is a real mystery that's unfolding this morning, and it all has to do with the death of the CEO in India. Here he is here, Gerald Cotten. L'histoire de Gerald Cotten et de son entreprise Quadriga CX est celle du plus gros scam du début de l'ère des cryptos, dans laquelle des centaines de milliers de personnes ont perdu des centaines de millions d'euros. So not only did they take away my money, in the sense they took away my dream and 1 year of my life. Mais comment Cotten est-il passé sous les radars? Comment son arnaque a-t-elle pu fonctionner à ce point au-delà de toutes ses propres espérances? Et surtout, pourquoi après une mort prononcée il y a de ça plus de 8 ans, des centaines de personnes continuent de le penser en vie et de le traquer? Aujourd'hui, je vous raconte l'empire de l'arnaque, Quadriga CX. En 2013, dans de petites réunions assez anonymes de passionnés de nouvelles technologies à Vancouver au Canada, deux hommes observent, écoutent les conversations. Michael Patryn a 30 ans, boit quelques bières et serre des mains pour agrandir son réseau. Son futur associé, Gerald Cotten, 24 ans, lui se contente de jus de fruits ou de cidre. Il est atteint de la maladie de Crohn, une inflammation sévère de l'estomac, et ne peut pas se permettre trop d'alcool. Puis dans tous les cas, du duo, c'est lui le geek. Michael, plus confiant, assure le reste. Les deux se sont fait un petit nom au sein de la communauté des nerds fans de crypto de Vancouver parce qu'ils sont particulièrement ambitieux. Ils répètent, à qui veut bien l'entendre, qu'ils vont créer la solution qui va faire exploser le marché du Bitcoin. À cette époque, au début des années 2010, le leader pour acheter et vendre des monnaies numériques s'appelle MTGOX. Un site très mal foutu, initialement prévu pour s'échanger des cartes Magic et qui venait qui plus est de se faire hacker et qui était sur le point de fermer ses portes. Et pourtant, Gerald et Michael le répètent partout, le BTC a du potentiel. En quelques mois, il est passé de 13 à 1000 $ de valorisation. Les investisseurs sont là, ça ne fait aucun doute, mais il manque la plateforme simple, libre, sécurisée et bien pensée qui fera exploser le business. Alors, à la fin de cette année 2013, après s'être constitué pendant des mois un nombre de potentiels premiers nouveaux clients et s'être bâti au passage une petite renommée au sein de ce microcosme d'ambitieux encore peu nombreux, Michael et Gerald fondent enfin leur plateforme. Son nom, Quadriga CX. Quadriga CX, c'est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Donc une plateforme d'échange de crypto-monnaies, aujourd'hui il y en a beaucoup. Le principe c'est que tu fais des virements ou des paiements en euros à cette plateforme et que tu peux acheter des crypto-monnaies. Le principe est relativement simple. Ce qui est compliqué à l'époque, c'est que pour acheter des crypto-monnaies, il faut faire appel à des plateformes qui sont souvent basées à l'étranger et souvent dans soit des paradis fiscaux ou réglementaires, aux îles Vierges, aux Seychelles, etc. Et en fait, les banques sont assez réticentes à laisser leurs clients faire des virements vers de telles structures. Et donc, ce qui fait aussi l'une des clés du succès de Quadriga CX à l'époque, c'est que c'est une plateforme qui est basée au Canada, qui est une juridiction plutôt bien vue par les établissements bancaires. Et donc, on peut facilement acheter des cryptos sur cette plateforme plus facilement que sur les autres plateformes qui sont en général dans des juridictions plus douteuses. Je m'appelle Romain Chili, je suis associé au sein d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Roel Avocat. J'interviens en contentieux et en particulier en droit pénal des affaires, dans des affaires de cybercriminalité et de criminalité financière. Romain, c'est quelque chose de cette affaire puisqu'il accompagnera des années plus tard plusieurs clients français de Quadriga
dans les procédures pour tenter de récupérer des centaines de milliers d'euros disparus. Quand la plateforme est créée, Gérald Cotten, je ne crois pas qu'il ait à son actif un gros passé d'entrepreneur de la tech parce qu'il est relativement jeune à l'époque. C'est le profil typique du jeune prodige de la tech qui a été avant-gardiste en créant une des premières plateformes nord-américaines d'échange de crypto-monnaies. En revanche, il cofonde la plateforme avec un associé qui, lui, a, on va dire, déjà un background en matière de business, mais qui est un background, on va dire, un peu douteux, avec déjà des condamnations pour des histoires de fraude bancaire aux États-Unis. Mais ça, pour le moment, personne n'en sait rien, ni d'où ces deux-là se connaissent. Et pourtant, ça sera capital pour la suite de l'histoire. Mais bref, pour le moment, nous n'en sommes qu'au début. Et ça va démarrer fort. Pour s'assurer un départ sur les chapeaux de roue, Gérald et Michael mettront le paquet sur la com. Seulement un mois après la naissance de leur plateforme, les deux hommes créent le premier distributeur automatique de BTC. It's the first of its kind in the world, and this week a Bitcoin ATM went online in Vancouver. On pouvait y retirer de l'argent en vendant ses cryptos directement depuis l'appareil ou en acheter en insérant un billet dans la machine. L'idée derrière est très claire. Avec eux, accéder au marché des cryptos serait dorénavant d'une facilité déconcertante. Ils feront même essayer le distributeur à un enfant avec un billet de 100 $, au cas où c'était pas déjà suffisamment clair. Ils maîtrisent le narratif et ça marche, les médias en parlent et Quadriga, alors pourtant très récente, prend doucement en ampleur. Introducing the Quadriga CX Merchant Platform. À l'époque, c'est quasi inexistant ce genre d'offre. On n'a pas la chance d'avoir des plateformes aussi ergonomiques que ne peut l'être le partenaire de cette vidéo, Trade Republic, pour acheter, gérer ou vendre ses crypto-monnaies. Trade Republic, c'est la plus grande plateforme d'épargne d'Europe, avec plus de 10 millions d'utilisateurs. Dessus, tu peux investir des 1 € dans des cryptos, mais aussi dans tout un tas d'ETF, d'actions, de dérivés et j'en passe, sans frais cachés. Il n'y a pas de frais d'ouverture ni de tenue de compte et ça met 10 minutes à en créer un. Lorsque tu es chez Trade, l'argent que tu possèdes sur ton compte rapporte de l'argent sans que tu n'aies rien à faire à hauteur de 2% brut par an, crédité mensuellement. Et même lorsque tu dépenses, tout est fait pour t'aider à épargner. Avec les SafeBack, Trade Republic te reverse 1% directement réinvesti sur ton plan épargne. Je suis chez eux et ça se remarque à chaque fois que je paye puisque franchement leur carte miroir est juste magnifique et passe très rarement inaperçue. Mais si t'es plus paiement avec ton téléphone, il n'y a pas de souci, c'est aussi évidemment compatible avec tous les services de paiement mobile. En ce moment, si tu crées un compte Trade Republic en passant par ce QR code ou via le lien en description et que tu remplis certaines conditions, Trade t'offre 26 € sous forme d'ETF pour commencer à investir. Et bien entendu, merci à Trade Republic de m'accompagner sur cette vidéo. Pour revenir sur Quadriga, en 2015, juste faire un virement, recevoir tes crypto-monnaies et les échanger ensuite comme tu veux sur la plateforme, faire du trading en fait sans te prendre la tête, c'est exceptionnel. Et en plus, pour éviter un nouveau hack à la Mt. Gox, Gérald va présenter son système de sécurisation des fonds comme imparable. En gros, ce qu'il expliquera, la version officielle, c'est qu'il envoie les cryptos de ses clients sur ce qu'on appelle des cold wallets, donc des supports physiques bien réels, entre autres des sortes de clés USB, dont il protège les codes d'accès dans des coffres sécurisés en banque. Tout est, sauf lorsque les clients l'exigent évidemment, techniquement hors réseau et donc inviolable. Vu comme ça, on pourrait penser que c'est super carré. Dans les faits, ça crée surtout une situation de single point of failure, c'est-à-dire qu'une seule personne est au centre de tous les codes de ses clients. Et si cette personne venait à mourir au hasard, par exemple, vraiment, ça créerait un sacré bordel. Mais ça, pour le moment, de nouveau, pas grand monde y prête attention. Les raisons pour lesquelles Quadriga CX c'est une plateforme qui fonctionnait bien à l'époque, c'est à la fois parce qu'effectivement c'est une plateforme qui est basée au Canada, ce qui est assez rare à l'époque, et c'est aussi parce que la période, on va dire 2015-2017, est une période d'euphorie progressive sur les cryptos avec le premier gros bull market avec un Bitcoin qui va atteindre les 20 000 $, et donc à l'époque il y a une euphorie, une pression acheteuse, et donc le fait de pouvoir accéder comme ça à une plateforme du Canada fait que ils ont réussi à avoir beaucoup de clients à cette époque et donc à avoir beaucoup de fonds qui arrivent sur la plateforme parce que tout le monde voulait profiter du premier bull market, du premier gros bull market sur la crypto et sur le Bitcoin. Quadriga est simplement là au bon moment, au bon endroit. Dans les années qui suivent sa création, le Bitcoin s'envole sans jamais ne perdre en altitude. Et le plus dingue, c'est que pour accueillir tous ces nouveaux investisseurs, Quadriga sera bientôt rapidement pratiquement la seule option. Au début de ce premier bull market, c'est comme ça qu'on appelle les phases de grosse valorisation. Donc, aux alentours de 2015, son seul concurrent sérieux, Cavirtex, met la clé sous la porte. Et c'est avec cette fermeture, celle de Cavirtex, qu'on peut commencer à toucher du bout des doigts les bords de l'arnaque. C'est vrai ça.
Pourquoi Quadriga survit et même fleurit là où tous ses concurrents meurent les uns après les autres? La réponse est très simple. Parce que Quadriga triche pour exister. Over the past year, we've grown to become the largest exchange in the country. Quadriga a déployé, alors pour le coup pour de mauvaises raisons, mais a déployé des dispositifs pour pouvoir fonctionner et onboarder un nombre très important de clients. Et donc effectivement, quand tu crées un business, mais ça c'était vrai au Canada, mais c'était vrai aussi en Europe, quand tu crées un business, quand tu voulais créer un exchange de crypto, trouver un partenaire bancaire, si tu allais à la banque de ton quartier et tu disais je veux faire de la crypto et permettre aux gens d'investir en crypto, on ne t'ouvrait pas de compte bancaire. Et donc la force de Quadriga, c'est qu'ils ont réussi, par des moyens souvent illégaux, à trouver des moyens d'encaisser des fonds de leurs clients et à créer un moyen de pouvoir gérer des flux financiers qui étaient très difficile de trouver des partenaires bancaires pour le faire à l'époque. Et Quadriga a réussi à le faire, c'est pour ça que la plateforme a fonctionné et que ses concurrents, en partie, n'ont pas réussi à faire. Quadriga mettra, et ce dès le début, tout un système de société écran, de processus de paiement obscurs, jusqu'à faire transiter tous les fonds de ses clients par les propres comptes de Gérald lui-même pour parvenir à duper les banques de l'époque, majoritairement très réticentes à accepter des fonds destinés à devenir des cryptoactifs. Là où ses concurrents, comme Cavirtex, moins malhonnêtes, devant se plier à la législation en vigueur au Canada pour faire tourner leur business, ne survivront juste pas noyés sous les procédures légales. Mais ça, les clients de Quadriga, ils savent pas encore. Eux, ils voient juste que la plateforme est simple et facile à utiliser et ils continuent d'affluer en masse à mesure que la hype autour du Bitcoin grossit. Avec la mort de Cavirtex, Quadriga devient numéro 1 sur le marché. Incontournable. Tu veux acheter du Bitcoin ? C'est Quadriga. Tu veux retirer ? C'est Quadriga. On peut encore évidemment passer par des plateformes étrangères ou par de plus petites qui survivent tant bien que mal, mais on est rassuré par ce qui est gros. Ce qui semble bien fonctionner quoi, c'est humain. Les volumes explosent et avec eux la réputation de Gérald qui devient le visage de la réussite crypto en Amérique du Nord. Cependant, une première chose étrange se produit en 2016. Son associé, depuis le départ Michael Patryn, quitte le navire alors pourtant en pleine ascension. Officiellement, les deux associés ne seraient plus en accord sur la gestion de l'entreprise. À ce moment-là, on n'en saura pas beaucoup plus. Mais peu importe, Gérald lui devient petit à petit immensément riche. Sur le papier, la plateforme prend une petite commission, entre 0,2 et 0,5% sur chaque transaction qui passe par le site. Alors, forcément, quand on est numéro 1, en 2017, comme le disait Romain, le Bitcoin passe de 1000 à 20 000 $. Deux grands darons hypothèquent leur maison pour être de la partie. Joseph Borg, le président de l'association des régulateurs boursiers américains, est obligé de monter au créneau à la télévision pour tirer la sonnette d'alarme, pour expliquer que les gens s'endettent trop pour la crypto. Mais tout ça, pour Gérald, c'est de la folie. Vous pensez qu'il s'achète combien de baraques ? 1, 2, 4... 16 maisons. Ah, et en bon cliché, une île privée, parce que pourquoi pas. Il se paie aussi un yacht flambant neuf, le Gulliver. Il claque des fortunes pas possibles pour voyager constamment avec sa femme et leurs deux chihuahuas, Nitro et Gully. Il finit même par s'acheter son propre avion de tourisme, un Cessna. Tout semble rouler comme sur des roulettes. Le marché est porteur comme pas possible. Personne ne semble avoir grillé ses magouilles pour encaisser de l'argent en faisant fi des lois. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? La première secousse importante de la plateforme, elle date de 2018, fin 2018 ou 2019, quand la plateforme s'est pris une saisie des actifs en euros qu'elle possédait pour le compte de ses clients. C'est-à-dire que l'un des établissements bancaires qui servait à recevoir les fonds des clients a procédé à une saisie de l'ensemble des actifs parce que la plateforme était incapable de justifier à la banque la provenance des, je crois que c'était 28 millions de $ à l'époque, des 28 millions de $ qui étaient saisis, c'est-à-dire qu'elle était incapable de dire quels étaient les fonds qui étaient les fonds propres de la plateforme, quels étaient les fonds qui appartenaient aux clients, les fonds des fondateurs. En fait, tout ça a été mélangé, pas du tout ségrégué, et donc ça a directement mis en alerte le système de compliance de la banque qui a dit « Ouh là là, il y a un risque de blanchiment qui est quand même très important », et donc elle a décidé de bloquer les fonds et d'alerter la justice canadienne sur l'opacité des flux financiers de la plateforme. Ça, c'est le vrai premier signe de secousse qui a ensuite
causé les premières vraies difficultés pour les clients à retirer leurs fonds et qui a été le premier domino qui a conduit à la faillite définitive de la plateforme. En 2018, pour la première fois de sa courte existence, le Bitcoin vit son premier crash. De plus de 10 000 $ en début d'année, il clôturera en décembre à tout juste plus de 3 000. Une période qui sera plus tard baptisée le premier hiver des cryptos. Au cours de l'année, pour la première fois de cette ampleur, de nombreux clients de Gérald, alors seul capitaine aux commandes de Quadriga, demandent à retirer leur argent pour éviter de ne perdre davantage. Si de rares parviennent à sortir, pratiquement tous, moins chanceux, voient alors la même petite barre de processus de retrait des fonds faire des allers-retours interminables pendant des heures, puis des jours, qui deviennent des semaines, et enfin des mois. Reddit commence à s'exciter. Que se passe-t-il avec cette plateforme, pourtant numéro 1, qui semble ne pas réussir à leur rendre leurs fonds? Gérald, lui d'abord, accusera les banques, une en particulier, d'avoir gelé injustement l'argent. En fait, il va se poser en victime du système alors qu'il joue avec les règles depuis le début pour essayer de les contourner. Et pourtant, son blabla va marcher auprès de certains. Un temps, il va gagner un peu de répit. Mais d'autres, moins naïfs, ne le lâchent pas et découvrent que l'adresse de sa société, contre laquelle de plus en plus de clients veulent porter plainte, n'est qu'une boîte aux lettres louée dans une boutique UPS. Dès que l'info et les photos apparaissent sur Reddit, la panique s'intensifie et les demandes de vente de crypto des clients augmentent avec elle. À ce moment-là, fin 2018, Gérald communique assez peu et personne ne sait réellement où il se trouve. Est-il en train de gérer la crise, de régler les problèmes qui empêchent tant de ses clients de retirer leur argent de sa plateforme? Well, I was actually on vacation. I was on vacation in Thailand with my family. And I got a call from our editors in Toronto who said, hey, have you been following what's been happening with Quadriga? And I had sort of been kind of watching the headlines. But they said, well, I mean, he may or may not be dead. Will you go and see what you can find out? And I'm Nathan Vanderclip. I'm a journalist with the Globe and Mail newspaper from Canada. And I was one of the reporters at our newspaper that spent some time trying to understand some of the events around what happened with Quadriga and Gerald Cotton in particular. Le 14 janvier 2019, Jennifer Robertson, femme, ou plutôt veuve de Gerald Cotton, annonce sur la page Facebook de la plateforme que son mari serait mort depuis pratiquement un mois, des suites de complications de sa maladie de Crohn survenues lors d'un voyage en Inde à Jaipur, où les deux se rendaient pour financer un orphelinat. C'est une déflagration, parce que c'est maintenant que beaucoup de clients réalisent quelque chose que j'ai évoqué plus tôt, le single point of failure. Ils se rendent compte, un peu tard, que Gérald était le seul à connaître les clés qui permettaient aux 150 000 utilisateurs de bouger ou retirer leur crypto. Et s'il était vraiment mort, ça allait poser un sérieux problème. Évidemment, les théories du complot fusent. Et sur Reddit, la bombe est lâchée. Est-ce qu'il se pourrait qu'il s'agisse d'un exit scam ? Selon beaucoup d'entre eux, Gérald aurait tout prévu, simulé sa mort pour repartir avec la caisse. Et c'est dans tout ce contexte explosif que Nathan s'est retrouvé à aller en Inde pour démêler le vrai du faux. There were a couple things that were unusual. One of the things that was unusual was that there was no autopsy that was done. And the doctor who treated him had records of this and said he continued to be troubled by the case, in part because it seemed that Cotton had sort of died so quickly. He'd gone from someone who basically had symptoms of traveler's diarrhea to, you know, vomiting, diarrhea, that sort of thing, to someone who was dead in very, very short order. And he was troubled by that. And like I said, there was no autopsy, so there was no final confirmation of what happened. Gérald et sa femme font le check-in de l'hôtel à 18h. Ce dernier ne se sent pas bien, vomit à une dizaine de reprises. Il est alors emmené à l'hôpital à 21h45, sans avoir passé une seule nuit dans l'établissement. À l'hôpital, on lui donne des antibiotiques, on lui fera passer des ultrasons qui ne révèlent rien. Or, le lendemain, alors qu'il devait passer au scanner pour mieux comprendre ce qui lui arrivait, il fera 3 arrêts cardiaques à la suite, dont le dernier lui sera fatal. Gerald Cotton, l'enfant prodige de la crypto canadienne, meurt le 9 décembre 2018 à seulement 30 ans, à l'autre bout du monde. So there's a number of indications that would suggest that a known potential outcome of Crohn's disease is what happened to Gerald Cotton. Ok,
Ça, c'est sur le papier. Sauf que bientôt, plusieurs éléments vont rapidement s'accumuler et appuyer les doutes des internautes. À commencer par le certificat de décès de Gerald qui finit par apparaître en ligne. Une faute de frappe sur ce dernier dans le nom de Cotton intrigue du monde. On apprend aussi qu'entre son décès et l'annonce tardive de sa femme, Gerald a d'ores et déjà été rapatrié et inhumé au Canada, que lors de la cérémonie, le cercueil était fermé depuis le départ et que sa veuve avait un comportement qui n'avait pas l'air d'être un deuil sincère. Enfin, une connaissance de Gerald précise que, étrangement, son compte Skype aurait été actif après son décès. À ce moment-là, le seul qui pouvait apporter des réponses sur qui était ce corps rapatrié, c'était Nathan. The first embalmer I spoke with said that she had gotten a call to embalm this body, and she refused because she said she found the circumstances around it to be fishy. She is a private embalmer. And there are public institutions and there are private institutions that do embalming. And she was someone who was naturally skeptical of people who came to her, in part because she said at the public institutions, there's often police present. At the private institutions, there's not. So if you have a body that you want to take care of without the police seeing it, you would call the private institution, and she was that. And she mentioned that she'd had instances in the past where it looked very much as if people were trying to cover up violence that probably should have been reported, that sort of thing. Anyways, for her, what was odd was that the people calling her to do the embalming were the hotel. It was the hotel that appeared to have custody of the body and wanted to bring the body to her for embalming. And she thought this was really strange. Why would it not be the hospital that called? And the hotel, when the hotel called, the people at the hotel who called, they did not have the full medical history of this body. They couldn't tell her, did this person have HIV? What was the cause of death? This sort of thing. And she said all of those things matter because if you're embalming someone, you probably want to know if they have HIV because that changes how you treat the body. If they've had a perforated abdomen, a perforated bowel, a perforated intestine, that's something you also want to know because that's going to influence how you treat the body. And so she said she didn't have this information. The call came from someone that was not the hospital. So she said, no, go to the public institution. So they took the body to the public institution. And I went there. I saw the handwritten records of the embalming. I spoke with the person who oversaw that department. They had a photocopy of the passport, of Gerald Cotton's passport, and like I said, the handwritten documentation on this. And the doctor there said, "Oh, he's definitely dead." The doctor who treated him, we showed him a picture of Gerald Cotton. And he said, "Is this the guy?" And he said, "Yes, this is the guy." So there's some definite oddities. There were definitely, people who were involved in this case who said it had left them with questions. But there were also a lot of reasons to think that things that you would expect for a man with this kind of illness, that this would be the outcome. Quoi qu'il soit arrivé à Cotton, qu'il soit bel et bien mort ou se soit préparé une sortie spectaculaire, il fallait avancer côté financier. Il fallait que les autorités s'emparent du dossier pour essayer de récupérer ce qui était récupérable. Et c'est là, alors que les services financiers se mettent au travail, que ça devient réellement n'importe quoi. Déjà, quelques semaines après l'annonce de la mort de Gerald Cotton, le site internet Quadriga CX disparaît. Il n'en reste qu'une page blanche avec un énorme maintenance. Autant vous dire que pour pas mal de gens, la panique monte un peu d'un cran. On se rend aussi vite compte que l'entreprise n'avait, évidemment pas de bureau, ça on le savait, mais non plus aucun salarié. Tout juste 7 sous-traitants. Et que c'était uniquement Gerald lui-même qui gérait tout seul depuis son MacBook, sans aucun système de sécurité s'il devait lui arriver quelque chose. L'entreprise se déclare dans la foulée dans la faillite. Et c'est là qu'on réalise l'ampleur du préjudice. 215 millions de dollars canadiens. Et même là, va y avoir un rebondissement. Ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est la fausse piste dans laquelle l'ensemble des enquêteurs et l'ensemble des clients et des autorités qui ont enquêté sur le sujet sont partis. C'est-à-dire que tout le monde pensait que, en réalité, les fonds étaient présents, mais qu'ils étaient conservés sur des portefeuilles dont seul le fondateur avait maîtrisé les accès. Et donc l'enquête et les investigations se sont tout de suite portées sur le fait de comment récupérer les clés privées qui permettaient d'accéder à ces portefeuilles sur lesquels seraient conservés les cryptos. Et en réalité, les supposés portefeuilles sur lesquels devaient être stockés les fonds des clients
soit n'existait pas, soit existait mais avait déjà été vidé sur une période très largement antérieure à la plateforme. Ce n'était pas seulement que les clés avaient disparu avec Gérald, mais au-delà de ça, il ne restait plus rien. Des millions envolés. En remontant la blockchain, ce livre de compte numérique dans lequel chaque transaction crypto est enregistrée, les enquêteurs découvrent que les comptes supposés des clients de Quadriga CX sont simplement vides. Ce que faisait Gérald lorsqu'il recevait des investissements, c'est qu'il transférait immédiatement cet argent sur d'autres plateformes de trading, d'autres exchanges, pour essayer de les faire fructifier en faisant de l'arbitrage, tout en gardant une partie pour mener son train de vie luxueux au passage. Et c'est là où c'est très fort, parce que quant au montant que les clients voyaient sur la plateforme lorsqu'ils se connectaient à leur compte, c'était totalement bidonné par Gérald qui entrait les montants qu'il voulait depuis le back-office du site. Et Gérald était nul. Au-delà de mener un train de vie avec du cash qui ne lui appartenait pas et de le brûler à vitesse grand V, il parvenait à perdre les fonds de ses clients qu'il investissait sans leur autorisation sur d'autres plateformes. La seule raison, pour laquelle Quadriga est parvenu à tenir la barre, à faire illusion autant d'années et à permettre à certains de leurs clients d'effectivement retirer leurs fonds lorsqu'ils le souhaitaient, c'est parce que la plateforme avait depuis toujours fonctionné comme une des plus vieilles arnaques du monde. Au lieu de conserver effectivement les fonds des cryptos sur la plateforme, le fondateur les détournait pour des usages personnels et utilisait les fonds qui étaient déposés par les nouveaux entrants pour rembourser les anciens clients qui demandaient à retirer des fonds, quoi. On est sur un archétype assez pur de ce qu'est un système de Ponzi. J'utilise l'argent des clients et je les rembourse avec ceux des nouveaux entrants que j'arrive à faire venir sur la plateforme. Un bon vieux Ponzi. Mais Ponzi qui s'est effondré quand trop de monde d'un coup a demandé à quitter le navire. Si Gérald n'avait prévu aucun plan pour transmettre les clés des coffres au cas où il devait lui arriver quelque chose, c'est peut-être tout simplement parce qu'il savait que les coffres étaient déjà vides. Enfin, en parallèle des enquêteurs, Internet et des journalistes avancent eux aussi. Et ils vont découvrir des choses qui vont finir d'achever le naufrage de Quadriga. La première concerne l'identité du cofondateur de la plateforme, Michael Patryn. Vous vous souvenez de lui ? C'est une fausse identité. Sur Reddit, des gens retrouvent son vrai nom, Omar Dhanani. Or, notre Omar, c'est pas n'importe qui. C'est un type qui a été condamné et fera même un séjour en tôle aux États-Unis pour blanchiment d'argent en ligne. Michael, donc lui, Omar, sous une nouvelle identité, niera formellement l'information aux journalistes qui l'ont démasqué. Il prétendra à un sosie. Mais c'était sans compter sur un méticuleux travail de recherche qui permettra de confirmer les soupçons lorsque le document attestant de son changement de nom fera finalement surface. Donc en gros, le cofondateur de la plus grosse plateforme d'exchange de crypto-monnaies nord-américaine de la fin des années 2010 était un type condamné pour blanchiment. Tout va bien. Mais avec cette révélation sur sa réelle identité, allaient arriver d'autres surprises. En retraçant l'activité d'Omar Dhanani sur Internet, les journalistes et les autoproclamés enquêteurs de Reddit allaient bientôt atterrir sur un site, Talk Gold. Un obscur forum dédié aux optimisations et fraudes fiscales, arnaques et magouilles en tout genre. Et c'est ici même, sur ces pages, que Michael et Omar avaient rencontré Gérald des années plus tôt. Derrière son air de petit génie innocent, depuis adolescent, Gérald Cotten était attiré par l'argent facile et les escroqueries bien ficelées. On retrouvera son pseudo de l'époque, Sceptre. C'était sous cette identité qu'il a rencontré son futur partenaire pour monter Quadriga. Et le pire, c'est que l'exchange n'était même pas leur coup d'essai. Avant Quadriga, ils avaient déjà lancé plusieurs arnaques plus confidentielles ensemble. Donc non, la chute de Quadriga n'est pas un accident. C'est un plan méticuleux qui a sûrement beaucoup mieux marché que ces deux-là n'auraient jamais pu l'imaginer pour s'enrichir. Well, I mean, there was the fact that there was a will that was signed shortly before the trip, right? I mean, that was one of the elements in this that right away set off a whole bunch of suspicions. Alors que l'enquête avance, le tribunal rend public un dernier élément critique dans cette affaire, le testament de Gérald Cotten, dans lequel il lègue absolument tout à sa femme, rédigé le 27 novembre 2018, soit très exactement 12 jours avant son décès en Inde. La coïncidence est particulièrement grosse et relance les rumeurs autour de sa mort jusqu'à encore aujourd'hui. Mort ou vivant, je pense qu'il y a suffisamment de théories sur le sujet pour que j'aille de la mienne. Bon, c'est vrai que la coïncidence est quand même effectivement assez surprenante de son décès 12 jours après un testament au nom de son épouse. Maintenant, honnêtement, j'en sais rien. Moi, j'aurais quand même tendance à penser qu'il est effectivement décédé. But everyone I spoke with who had dealt with this person, who had seen sort of his medical state, who was able to compare passports, pictures that we had and other things, everyone said it was him and he died of natural causes. Malgré plusieurs demandes d'avocats de victimes,
La justice canadienne se refusera toujours à exhumer le corps pour procéder à des vérifications ADN. Le cercueil restera donc sous terre. Et le mystère de la personne à l'intérieur avec. Alors voilà, les liquidateurs ont saisi le maximum de ce qu'ils pouvaient pour essayer de rendre le plus possible aux clients. Les propriétés, l'avion, le yacht, l'île, enfin à peu près tout, sauf les chihuahuas. En revendant tout ça, les autorités ont réussi à gratter environ 46 millions de dollars. Ce qui laisse quand même un trou béant de 169 millions de clients perdus à jamais. La chute de la plateforme a plongé des milliers de personnes dans une misère noire. Certains ont tout perdu. Leur retraite, leur apport pour un achat immobilier, l'argent qu'ils avaient mis de côté pour leurs enfants. Jennifer, elle, n'a pas été condamnée. Elle s'est murée dans le silence jusqu'en 2022, où elle a aussi capitalisé sur cette affaire avec un livre, Bitcoin Widow, dans lequel elle se dépeint comme totalement naïve et aveuglée par l'amour. Enfin, le dernier rebondissement de l'affaire Quadriga remonte à 2024 et concerne notre bon Omar, l'ancien associé de Gérald. On sait que son associé maintenant est resté dans le secteur de la crypto. On sait qu'il s'occupait de la gestion de trésorerie d'un très gros protocole de finance décentralisée jusqu'à encore il y a un an. Donc il a pu continuer, malgré ses condamnations antérieures à Quadriga, malgré l'affaire Quadriga, à évoluer dans le secteur financier. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette affaire n'est pas totalement terminée pour lui, parce que même s'il n'a pas été inquiété formellement par la justice canadienne à l'époque, en tout cas, il y a une procédure d'enregistrement injustifié qui a été ouverte contre lui en 2024 parce qu'effectivement, il possède des biens, il posséderait vraisemblablement des biens dont on aurait du mal à justifier la provenance. Donc peut-être encore une affaire à suivre le concernant. Est-ce l'argent de Quadriga? Difficile à déterminer, mais dans le cadre de cette procédure, la justice canadienne forcera un coffre d'Omar dans une banque de Vancouver pour y découvrir des lingots d'or, un pistolet, des faux papiers d'identité, quelques Rolex dont une ornée de diamants et beaucoup de liquidités. Aujourd'hui, probablement en Thaïlande, même après tout ça, il semblerait qu'Omar ait encore quelques secrets. Lui et Gérald ont sciemment monté une énorme arnaque au moment opportun. Le pot de miel parfait quand la ruche était secouée, et si on avait pu avoir des doutes jusqu'ici, il paraît aujourd'hui évident que Quadriga n'a toujours été qu'un mirage, une fausse épopée. L'archétype du proverbe qui dit que si c'est trop beau pour être vrai, c'est sûrement que ça l'est. I have not had it easy since the day Jerry died, trying to sort a mess that wasn't mine.